du gouvernement rwandais qui aligne malheureusement des argumentaires fondés sur du mensonge en prétextant que les forces armées de la République démocratique du Congo avec les FDLR travaillent à attaquer le Rwanda, ce qui est totalement faux, et en prétextant qu'il existe un discours de la haine contre la population rwandophone porté par des autorités publiques en République démocratique du Congo. Ce qui est totalement faux parce que vous êtes là, vous pouvez le témoigner. De toute évidence, depuis que nous vivons cette recrudescence de l'insécurité, les instructions au niveau du gouvernement sont extrêmement claires pour tous ceux qui se complaisent à aller dans ce sens. Ici, nous dénonçons cette attitude belliqueuse de Kigali pour laquelle nos forces armées répondront jusqu'au sacrifice suprême pour qu'aucun centimètre carré de la République démocratique du Congo ne puisse être cédé. Vous avez aussi suivi qu'il a été dit que le président de la République devrait prendre la parole dans les prochains jours pour fixer les cas, parce qu'il est question pour nous de défendre l'intégrité de notre territoire. Voilà, on va commencer avec la série de questions. On va commencer par Paul Matendo. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vincent Karega, expulsé de la RDC, c'est une décision courageuse du gouvernement. Beaucoup de voix s'élèvent pour demander encore au gouvernement de prendre une autre décision courageuse, celle de quitter l'East African Community. Comment vous réagissez? Petite question. Beaucoup de gens disent que c'est un signal fort que le gouvernement donne en face du monde. Mais Karega sort de la RDC par le Brazza. Est-ce que le Rwanda ne donne pas un autre signal fort au gouvernement en disant que nous pourrons entrer par Kinshasa, nous pouvons entrer à Kinshasa par le Brazza? Bon, je ne voudrais pas aller dans les supputations. Il aurait pu choisir n'importe quelle destination pour sortir du territoire national. Cette expulsion est arrivée parce que vous savez d'ailleurs, depuis plusieurs mois, les compatriotes, même ici, je pense que nous avions eu à répondre à cette question, pourquoi vous n'expulsez pas l'ambassadeur rwandais? Un ambassadeur a pour mission de s'assurer de maintenir les rapports entre les deux États pour que s'il y a des problèmes, que cette facilitation s'efface. Je ne pense pas que c'était le cas pour lui. Mais ceci dit, si on l'avait gardé ici en République démocratique du Congo, c'est parce que fidèle à nos engagements, le président de la République voulait toujours garder des fenêtres pour que nous puissions avoir des espaces de discussion avec le voisin rwandais. Et malheureusement, l'attitude dont fait montre ces pays n'est pas des natures à suivre la voie de la paix, celle que nous avons choisie. Donc il était question pour nous de réagir au plan diplomatique aussi, pour que cela serve justement de... Peut-être que cela va servir des détonateurs pour qu'ils comprennent finalement que la voie de la guerre et de la violence qu'ils choisissent, c'est une voie qui finira par se retourner contre eux, voir toutes ces populations, ces jeunes enfants, ces jeunes dames déambuler dans les villes. Je ne sais pas quel est le plaisir que prouve le gouvernement rwandais à offrir un tel spectacle, mais je pense que le temps de la fin pour ce type d'attitude est arrivé et donc nous devions réagir tel que nous avons réagi. Pour le reste, je ne voudrais pas aller dans la spéculation parce que Vous dites? Bon, écoutez, nous venons d'adhérer à la Eastern African Community, qui est un regroupement qui compte 6 pays. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qui sont d'ailleurs traditionnelles pour le Rwanda, parce que finalement, dans la ligne doctrinaire de ce pays, c'est de penser qu'on peut construire que dans le mensonge. Vous avez vu que le président de la République, quand il est arrivé, il a fait le choix difficile de reconstruire la paix dans la sous-région avec chacun de nos pays voisins. Le président de la République est parti au Rwanda en juin 2021. Le président Kagame est venu à Goma et vous avez vu de la manière la plus transparente, des accords ont été signés notamment pour protéger les investissements. Et il y a un accord qui a été parrainé, un protocole d'accord entre une compagnie rwandaise d'Iter Limited et la société qui produit de l'or ici, Sakima, parce qu'il y avait un besoin de commencer à parler économie pour les biens de nos populations. Mais je pense que cet agenda transparent et clair qui a été proposé, parce qu'il faut considérer ici, il faut
d'ailleurs faire la nette démarcation entre le pouvoir rwandais et la volonté du peuple rwandais, parce que fort malheureusement, dans les mesures des rétorsions que nous allons prendre, c'est les populations qui vont subir l'attitude d'un pouvoir qui est coutumier des violences. Malheureusement, ce n'est pas cette violence qui va définir la suite de nos rapports, et ce n'est pas parce qu'il y a cette attitude belliqueuse vis-à-vis du voisin rwandais que nous allons quitter l'Eastern African Community. De toute évidence, si telle est l'option, si telle doit être la conséquence, le moment venu, les instances habilitées se prononceront. On va prendre les questions de Richard Chako, et puis ce sera Madame Pamela Amunazo. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Deux questions. Plusieurs sources locales au niveau du Nord Kivu renseignent que la chute de Kiwanja et des retours au centre aurait été facilitée par non seulement l'implication de certains hauts gradés de l'armée congolaise, mais aussi de l'armée ougandaise, comme ce fut le cas de Bunagana. Alors je voulais savoir où se situerait la responsabilité de l'Ouganda dans la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Deuxième question, Monsieur le ministre. La situation que traverse le pays appelle à une mobilisation générale de la population et pourquoi pas de la classe politique congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République est-il disposé à recevoir ou à réunir toute la classe politique congolaise pour recueillir les avis des uns et des autres afin de résoudre la question de l'Est? Merci. Alors, je veux commencer par la deuxième question, parce que c'est une question qui fait l'unanimité. Et je dois vous rappeler qu'au regard de l'évolution de la situation sécuritaire aujourd'hui, ainsi que des rapports diplomatiques avec le Rwanda, vous constatez que la volonté du Rwanda, c'est de faire la guerre de manière permanente à la République démocratique du Congo. Et la guerre qui nous est faite aujourd'hui, ce n'est pas une guerre qui est faite au président Tshisekedi intuitu personné, c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais. Parce que pendant 25 ans, les rapports existent, ils se sont construits sur le malheur du Congo. Des réseaux qu'on démantèle, des projets des raffineries. Encore aujourd'hui, la ministre de Mines me disait que le Rwanda avait adhéré au processus de Kimberley alors qu'il ne dispose pas des diamants dans son sous-sol. Donc, il y a un réseau de trafic qu'ils ont toujours voulu entretenir. C'est le réseau qui leur permet de survivre et de construire leur économie. Vous avez vu que le président de la République leur a fait une proposition à table de manière transparente. Venez, on va voir s'il y a des opportunités pour qu'on puisse y travailler. Clairement, ça ne les intéresse pas de faire les affaires de manière transparente parce qu'ils se sont construits justement dans les pillages des ressources tels que bien souvent documentés. Donc aujourd'hui, il est clair, le président de la République s'exprimera, il pourra de manière claire fixer le cap par rapport aux préoccupations qui sont les vôtres, mais il y a un point commun qui nous unit tous ici, c'est la patrie. Et moi, je n'ai pas entendu, même si d'autres se font encore silencieux, mais je n'ai pas entendu de voix qui soit discordante sur la nécessité de mettre fin à cette situation, de part et d'autre d'ailleurs. Donc il y a un besoin pour nous, plus qu'avant, de nous mettre ensemble parce que finalement, lorsque vous regardez la situation de manière générale, vous voyez que nous faisons beaucoup d'envieux. Le prédécesseur qui est passé devant vous a fait des insinuations sur Brazzaville. Je ne voudrais pas le suivre dans ce schéma-là, mais il faut considérer que la reconstruction, les développements de la République démocratique du Congo aura un effet contagieux sur la région. Je n'ai pas envie de nous rappeler les années 70, les années 80 et les rôles que la RDC jouait pour le monde à l'époque. Et donc, on peut comprendre que le calcul stratégique de certains, c'est de considérer que le Congo doit rester faible. Mais le Congo ne peut demeurer dans la faiblesse que si nous, les leaders congolais, nous continuons à être divisés, y compris sur ce qui nous est les plus précieux. Ce qui nous est les plus précieux aujourd'hui, c'est les Congos, pour lequel jeunes, femmes, journalistes, nous tous, nous devons être au front pour défendre notre patrie, c'est la seule que nous avons. Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas laisser les gens penser qu'ils peuvent s'hasarder à prendre 1 cm² du territoire que, bon, voilà, les Congos est trop grand pour être gouverné par des Congolais. Ce n'est qu'en lançant un message, une réponse d'unité que nous pourrons démontrer à la face du monde que nous sommes nous-mêmes les mieux placés pour assurer notre défense. Il faut que cela soit bien clair, sinon cette situation
ne perdurerait pas depuis autant d'années. Et je pense que cette fois-ci, ça doit être la dernière, parce qu'on ne va pas, pendant toute une génération, s'il faut prendre les départs du génocide en 1994, être dans une situation de détresse, compter des femmes violées, des enfants qui ne vont pas à l'école, des avenirs gâchés. Cette fois-ci, je pense que le moment est venu pour nous tous de nous lever et de mettre un terme définitivement à cette situation qui plombe finalement notre développement. Vous avez suivi ici avec le ministre des Finances qui vous a dit que les dépenses sécuritaires ont explosé 10 fois plus. 10 fois plus pour les secteurs de la sécurité parce que c'est une armée que nous devons reconstruire. C'est dans l'armée au sein de laquelle vous devez former, vous devez faire des programmes d'équipement en munitions. Vous savez entre-temps qu'il y a un programme de nettoyage qui s'est fait au sein de l'armée. Et d'ailleurs, je pense qu'on a profité pour lancer ces offensives parce qu'à peine il y a eu un nouveau commandement militaire qui a été mis en place, à la demande d'ailleurs des notables des provinces touchées par l'insécurité, parce qu'on savait que de ce côté-là, il y avait des complices, il y avait des traîtres qui permettaient à la situation de se pérenniser. Et donc, lorsque le président de la République fait le choix de nommer un nouveau commandement, il y a forcément des intérêts qui sont perturbés et il y a forcément dans ça le besoin de donner un coup pour dire, bon voilà, ce n'est pas parce que vous avez mis un nouveau commandement que vous allez penser nous dissuader dans l'œuvre, dans les basses œuvres dans lesquelles ils sont, parce qu'ils ont malheureusement de relais qui sont ici. Et ce que vous dites, il y a évidemment au sein de l'armée les renseignements militaires qui travaillent au quotidien pour arriver à déceler tous ceux qui sont traîtres et tout. Il y a évidemment lorsqu'il y a des situations, par exemple la chute, comme vous aviez dit, des localités, il y a des responsabilités qui doivent être établies et il y a dans la chaîne du travail qui s'est fait au niveau de l'armée, on situera les responsabilités. Vous avez vu les images qui ont circulé, des choses qui ont été dites. Il existe un auditorat et des services judiciaires au sein de l'armée qui pourront, le moment venu, établir les responsabilités qui ont justifié cette situation. Alors, vous avez parlé de l'armée ougandaise. Ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que nous sommes en train d'opérer avec l'Ouganda de manière claire à Béni contre les terroristes des ADF. Nous avons évidemment entendu des informations dans ce sens, disant qu'il y a eu une implication, qu'il y aurait eu implication de l'armée ougandaise dans les événements qui se sont passés. C'est des faits qui sont en train d'être retracés. Et les moments venus, dès que les détails seront prêts, nous pourrons vous donner la position du gouvernement quant à cela. Voilà, on va prendre les questions de Madame Pamela Amunazo, puis ce sera Clément Mwamba. Merci, Monsieur le porte-parole, pour la parole. J'ai 3 petites questions. La première, Vincent Karega quitte la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça va changer à la situation actuelle? La deuxième question, Monsieur le porte-parole, concerne la situation dans l'Est, ce qui s'est passé notamment le week-end. Selon certaines sources, les forces armées de la RDC n'ont pas combattu pour protéger ou sauver, on va dire, Rutshuru Centre et Kiwanja. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour, on peut dire que l'armée est capable de ramener la paix dans cette partie sans qu'il y ait négociation ou uniquement avec les armes? De toute évidence, on nous force la main justement pour aller négocier avec des groupes terroristes. Ici, si vous avez suivi les communiqués, peut-être que les gens ne les savent pas, qu'il existe un centre conjoint des opérations entre la République démocratique du Congo, nos forces armées et la MONUSCO, qui opèrent avec des drones de surveillance, qui voient les mouvements qui s'opèrent au niveau de la frontière. La nuit, des colonnes, des militaires qui viennent, qui opèrent, parce que comment expliquez-vous que le secrétaire général des Nations Unies, lorsqu'il parle du M23, il reste diplomate pour ne pas citer les Rwandais? Vous avez suivi le propos de Mme Bintou à propos, c'est une armée étrangère qui opère sous les couverts des autres. Donc, dire que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas combattu, moi je ne voudrais pas aller ou tomber dans les pièges de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de manipulations et il faut savoir que la situation opérationnelle sur terrain, elle est très dynamique. Vous pouvez penser qu'ils ont cédé cette localité, mais peut-être que c'est une stratégie de contournement. Peut-être qu'on s'est dit par rapport au feu que l'ennemi peut avoir,
On peut perdre une bataille, mais perdre une bataille ne veut pas dire perdre la guerre. Et donc, c'est pour ça que sur toutes ces informations qui viennent du front, il faut toujours avoir un certain filtre, un certain recul. Mais pour ce qui reste, les responsabilités seront établies. Nous faisons les suivis, en tout cas au niveau de l'armée, il y a un suivi qui est fait avec le nouveau commandement militaire pour s'assurer que nos militaires disposent de tout, parce que d'abord, ils sont mus par une raison qui est juste, la défense de notre territoire. Pour les restes, il y a évidemment des questions sur les terrains, des difficultés opérationnelles qui sont inhérentes dans toute guerre. Vous pensez regarder ce qui se passe en Russie, on pensait que l'Ukraine serait un boulevard, ce qui ne l'est pas. Et donc, il ne faudrait pas qu'on essaye de spéculer beaucoup sur des questions aux opérationnels. Alors, Karega out, qu'est-ce qui change? Mais tout change. Parce que justement, il était des traits d'union qui symbolisaient l'existence des rapports entre les deux États. Le fait qu'il ne soit plus là donne un message qui est clair pour ce qui concerne la République démocratique du Congo. Juste une dernière question, permettez-moi, c'est par rapport à l'assistance humanitaire. En quoi va-t-elle consister exactement? Alors, je crois que le ministre des Affaires humanitaires avait réuni la semaine dernière les organisations qui opèrent. Moi-même qui vous parle, nous sommes régulièrement en contact avec les responsables, notamment de OCHA, pour suivre comment la situation évolue. Il y a beaucoup de besoins. Il y a besoin d'eau, il y a besoin de latrines. Il y a une liste, et d'ailleurs, c'est pourquoi la mission qui devait y aller aujourd'hui n'est pas partie, parce qu'il fallait justement être en mesure de réunir tous ces besoins humanitaires pour qu'une réponse puisse être accordée. Et c'est cela, l'humanitaire, c'est justement l'une des raisons qui complexifie la stratégie des défenses de nos forces armées, parce que pour nous, il est question de penser à tous ces Congolais qui sont parfois pris entre les deux feux. Les autres viennent dans une aventure criminelle où les vies humaines importent peu, mais nous devons penser à la sécurité des Congolais et être sûrs qu'ils subissent le moins des dégâts de ce qui se passe. Et là, d'ailleurs, c'est extrêmement choquant de voir qu'il y a tous ces humanitaires qui opèrent, de voir que beaucoup de pays occidentaux sont assez frileux pour dire le mal là où le mal s'est fait. Le Rwanda devrait être sanctionné pour tous les torts qu'il cause à ces populations innocentes. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous continuons de documenter tout ce qui se fait. Les moments venus, nous ferons prévaloir nos droits devant les instances internationales. On va prendre les questions de Clément Mwamba. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, le pays est en guerre. Ma préoccupation est celle de savoir pourquoi le gouvernement congolais refuse d'admettre qu'il a conclu un accord d'achat d'armes et d'hélicoptères avec le gouvernement russe. Et deuxième préoccupation, celle de savoir, il y a une vingtaine de journalistes qui sont traqués par le M23, cachés à Rutshuru. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour assurer leur protection et sécurité? Alors, sur la deuxième question, depuis les débuts de ces événements, j'ai parlé à plusieurs journalistes qui étaient justement bloqués à Kiwanja, qui malheureusement ont éteint leurs médias parce que pris pour cible par le M23. C'est vraiment tout ce qui existe de criminels qui opèrent dans cette partie du pays, parce que refuser aux journalistes d'opérer parce que vous voulez les prendre pour des vassaux, c'est tuer la liberté de la presse. C'est pourquoi nous nous battons au quotidien, parce que pour nous, nous pensons que les journalistes doivent être en mesure de témoigner, de montrer ce qui se passe sur terrain. À propos, nous étions en contact étroit avec la MONUSCO. Je pense qu'ils étaient une vingtaine. On a réussi à ramener sur Goma une douzaine et nous continuerons de suivre la situation avec la MONUSCO pour être sûr que les journalistes reviennent à un endroit où leur sécurité est assurée pour qu'ils continuent à faire leur travail. Sur la question russe, mais il n'y a rien à nier parce qu'il n'y a pas d'accord qui a été signé. Je pense qu'il y a eu une mise au point qui avait été faite au niveau du ministère de la Défense. Et si je peux me permettre d'aller dans le détail, il y a eu des contacts à l'époque du ministre Moukena, paix à son âme, d'une société russe dont je n'ai pas retenu le nom, qui voulait fournir de services aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mais c'est une démarche qui n'a pas abouti. Et lorsque cela s'est fait, cela s'est fait dans un contexte où nous n'étions pas encore dans une situation de guerre avec l'Ukraine. C'est dans ces mêmes ordres que
je pense que les Russes avaient fourni une assistance militaire aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais c'est là en février 2021, si ma mémoire est bonne, mais cela a été fait, cela a été notifié par les Russes aux Nations Unies. C'est justement ces régimes d'embargo que nous combattons parce que chaque fois que nous recevons des armes, ces armes doivent être tracées, on doit savoir d'où c'est venu. Et donc sur la question de Russes, pour terminer, le président de la République a été très clair. Nous étions avec lui à Londres à l'occasion de l'Africa Summit où on lui a posé la question s'il allait recourir au groupe Wagner pour assurer la sécurité. Il s'est dit on ne va pas recourir à une milice pour régler des problèmes des milices. Et donc aujourd'hui, c'est clair, le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui entretient encore des rapports diplomatiques avec la Russie, n'est pas dans une option comme celle-là. Parce que je sais que la participation de mon collègue de la Défense à une conférence organisée en Russie il y a quelque temps fait beaucoup jaser, mais je pense que les gens doivent savoir que même lorsqu'il y a la guerre, et le président de la République l'a dit, il doit toujours avoir de moyens de communiquer. Donc, de ces points de vue, cela doit être bien clair. Mais ceci pose la question, et d'ailleurs, je voudrais vraiment que nous, tous les Congolais, on prenne conscience que notre défense ne peut être mieux assurée que par nous-mêmes. Et donc, au-delà de tout, aujourd'hui, les défis auxquels nous faisons face, notamment la montée en puissance de nos forces armées, ce n'est pas des défis qui commencent avec le président Tshisekedi. Il faut regarder par quel processus nous avons commencé. S'il faut repartir, je ne voudrais pas faire l'histoire, parler de forces armées congolaises après le dialogue de Sun City qui devait fusionner avec l'armée du RCD, l'armée du MLC. Plus tard, brassage, mixage, mais tout ce qui a été fait n'était pas de nature à solidifier l'armée. Disons les choses telles qu'elles sont. Mais le président Tshisekedi est là, il dit des choses de manière claire. J'étais avec lui à Bunia lorsqu'il disait qu'il y avait des problèmes des effectifs dans l'armée. Ça pouvait paraître des questions taboues, mais je crois que le président de la République, dans sa stratégie sincère, aujourd'hui, les Congolais, nous devons tous savoir que nous avons une armée où il y a des militaires qui sont braves, qui sont vaillants, mais une armée qui doit être réorganisée par rapport aux objectifs et à l'ambition du pays. C'est pour ça que dans cet ordre, il est prévu d'ici la fin de cette année les recrutements des 18 000 jeunes pour l'armée et de 6 000 pour la police. Et les budgets IAFRAN a été mis de côté. Je ne pense pas qu'il y a déjà eu un effort aussi massif, une volonté aussi claire de restructurer notre armée. Et tout ce que nous subissons aujourd'hui comme attaque à l'Est de la République, c'est pour être sûr que nous n'ayons pas suffisamment de temps pour réorganiser notre puissance de feu. Parce que lorsque nous aurons réalisé notre puissance de feu, les autres n'existeront pas. Malheureusement, entre États, ce qui doit compter, c'est les rapports de force. Mais quoi qu'il en soit, nous avons la détermination autour du président. Et c'est cette détermination que tous les Congolais doivent avoir. Défendre la patrie ne veut pas forcément dire toucher les armes, mais vous pouvez, avec votre micro, défendre la patrie. Il faut que cela soit bien noté de tous. On va prendre les questions de Marlon Kachamou. Et puis, ce sera Pichou Moulumba. Monsieur le ministre, je veux vous poser une question qui se pose aujourd'hui dans les chefs des Congolais. Et vous avez aussi tenté d'effleurer à travers vos différentes réponses, par des brides des réponses, mais j'aimerais avoir beaucoup plus des précisions. Alors, selon les derniers classements mondiaux des Global Firepower, les FRDC se situent actuellement à la 76e place sur 140 forces armées répertoriées dans le monde. Et comparativement à l'année 2021, les FRDC ont gagné 5 places dans le monde. Et en Afrique, les FRDC sont classés 11e puissance militaire. Monsieur le ministre, ce qui est marrant, amusant et inquiétant aussi, c'est que l'armée rwandaise n'est jamais citée dans ces rapports. On ne parle même pas de l'existence de l'armée rwandaise. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne cite pas l'armée rwandaise et que nous-mêmes, les FARDC, nous n'arrivons pas à bouter cette prétendue armée sur le sol congolais? Alors, une autre question, monsieur le ministre, ne sommes-nous pas en train de nous tromper d'adversaire? Quel est le vrai problème de l'armée
congolaise aujourd'hui, effectif du personnel militaire actif, vous avez essayé de répondre, mais donnez-nous des chiffres. Il faut combien d'hommes sur le terrain pour se battre contre cette petite armée rwandaise? Ça, deuxième chose, le budget alloué à l'armée congolaise, est-ce aussi un problème? Ou encore, il y a un problème qui a pris déjà des racines que nous saurons nullement donner des solutions par rapport à la guerre des je crois que, d'abord, sur le classement que vous avez fait, bon, je dois relire et vérifier. Peut-être que c'est des classements qui se font suivant tel point. N'ayant pas lu, je ne saurais pas le commenter. Mais ici, il faut retenir une chose, parce que nous devons nous dire les choses telles qu'elles sont. Ça fait 25 ans, au moins, que notre armée est sollicitée. Ça fait 25 ans que la crise à l'Est perdure. Ça fait 25 ans, les militaires, il y a des règles. Lorsque vous allez au front, vous faisiez peut-être 2-3 jours, on vous relève. C'est des choses dont on ne peut pas aller dans le détail et pour lesquelles, malheureusement, je n'ai pas tous les détails non plus. Peut-être qu'avec mon collègue de la Défense, un jour, on abordera les sujets. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un plan massif de réforme de l'armée. On a fait aboutir la loi de programmation militaire qui était attendue depuis une bonne dizaine d'années. On en parle, on n'en a jamais eu. Dans les budgets en cours d'examen, dont on demandera la recevabilité demain à travers la voix du chef du gouvernement, il est prévu à peu près $1 milliard. C'est un effort considérable qui a été fait. Et donc, quoi qu'il en soit, moi, je ne voudrais pas aller dans des comparaisons avec telle armée ou telle autre, mais nous allons, grâce à la stratégie mise en place, assurer la montée en puissance de nos forces armées pour défendre l'intégrité de notre territoire. Et donc, si aujourd'hui, vous savez, dans l'histoire des nations, il y a des cycles. Il y a des cycles. À un moment donné, nous étions, nous, les plus puissants de la sous-région. Et aujourd'hui, il y a ce qui se passe. Ce qu'il y a aujourd'hui n'est pas appelé à rester comme tel parce que nous avons déjà commencé le travail. Lorsque vous faites le diagnostic, vous savez par où il faut commencer à boucher. Je vous ai parlé du programme massif des recrutements des 18 000 jeunes. Ça veut dire que nous avons déjà pris conscience et que le reste c'est une question qui va se gérer avec le temps. Et je suis sûr que nous allons y arriver. On va prendre les questions de Pichu Mulumba. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai juste, je crois, 2 petites préoccupations. Vous l'aviez dit d'ailleurs que les pays occidentaux sont encore loin d'indiquer le mal par rapport à ce qui se passe dans l'Est. Aujourd'hui, tout est clair, on le sent, l'hypocrisie et l'indifférence de cette communauté internationale dans des appels clairs lancés et le preuve brandie par votre gouvernement. Il y a des analystes qui font même une corrélation directe entre la vente des blocs pétroliers et gaziers et la recrudescence des combats du coup lancés par les M23. Si tel est le cas, la RDC n'est-elle pas en face d'une guerre contre les puissances qui pillent depuis toujours les ressources naturelles dans l'Est, les mêmes puissances que vous, les gouvernements congolais, appellent pour stopper l'agression? Et si vos cris de dénonciation ne sont pas entendus, quel est le plan B? Bon, écoutez, il n'y a qu'un seul plan que nous devons avoir, c'est d'être en mesure d'assurer la défense de notre territoire. Et cela, pour assurer ces défenses, je vous ai dit, il y en a qui ont besoin des armes qui sont les militaires, mais il y en a qui ont leurs plumes, qui ont leur micro, vous, pour contribuer justement à la défense de ce qui nous réunit tous. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas, et cette expérience doit nous conforter davantage à l'idée que nous devons véritablement prendre conscience du rôle de notre pays et de ce que nous, citoyens congolais, avons comme responsabilité par rapport à ce pays. Nous avons tous les potentiels du monde ici, dont on parle, mais exploitons-le. Donnons-nous les moyens, par exemple, d'assurer la préservation de nos richesses. Moi, je ne voudrais pas, nous entendant, je ne voudrais pas aller chercher à blâmer les grandes puissances, nous font la guerre et tout le reste, parce que vous allez remarquer quelque part, quelqu'un l'a dit ici, il y a toujours un complice. Il y a toujours un Congolais qui contribue à une guerre contre sa propre patrie. Moi, je suis choqué de voir que certains se plaisent à critiquer l'armée, mais avez-vous déjà entendu un Américain dans un pays démocratique comme les États-Unis critiquer l'armée américaine? Ce n'est pas que l'armée ne peut pas être critiquée,
mais lorsque vous êtes dans un contexte où les pays doivent être défendus, vous vous assurez de donner toutes les chances. Quelqu'un m'a fait observer ce matin que finalement, ce sont les médias qui font par exemple la publicité de ce que font les agresseurs. Ah, les FARDC ont perdu tel, ont perdu tel, ont perdu tel, mais il faut toujours avoir les reculs qu'il faut par rapport au dynamisme de la situation opérationnelle sur terrain. Parce que c'est des situations qui ne sont pas figées, c'est des situations qui changent. Donc il est important que les uns et les autres intègrent cet aspect. Alors je ne voudrais pas non plus voir de lien avec le fait que nous, on veut mettre en valeur nos blocs pétroliers parce que justement nous avons besoin de régler ces problèmes. Aujourd'hui, les Virunga dont tout le monde parle, mais c'est là que se passe la violence. Combien de gens, de manière claire, viennent condamner? Nous avons suivi la position américaine, nous espérons qu'ils iront plus loin, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer les balles, il faut condamner. Et nous espérons, les autres sûrement, parce qu'il y a la diplomatie qui se fait. Vous avez vu que le président de la République a reçu l'émissaire du président angolais, qui s'occupe de la médiation du processus de Luanda, et que nous, qui sommes fidèles à nos engagements, notamment pour avoir une paix, une région stable, nous continuerons. Peut-être que ces pays-là travaillent en dessous de main, mais ici, il faut que le mal soit dit. Et nous attendons de tous ces pays du monde. Ce serait justice, dans un contexte où le monde se mobilise quotidiennement pour l'Ukraine qui est agressée, que le monde puisse se mobiliser, non pas parce que nous sommes au gouvernement, mais pour ces jeunes enfants qui déambulent, vous avez vu les photos, pour ces femmes qui sont à nouveau violées, et ça fait autant d'années que ça dure, ça doit s'arrêter. Alors, on va prendre les dernières questions parce qu'il est question de laisser l'antenne. On va prendre les questions de Madame Sylvie Bongo, comme ça nous pourrons dire un mot en lingala. Patrick Mouyaya, merci. Nalibako pesi lisusu. Mutuna nanga ya liboso ezali bopona na mituna mibale. Na 2013, M23 balunga kiango. Na FRDC na biso kaka mokoyo. Na moto ya mboka ya laki bongo mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Avantage ezali lelo komona ete azana mboka chef d'état-major général à l'époque général Didier Tumba pa azana mboka ba acteur moi mingi o babundaki pona likambango bazana mboka. Atako lelo coalition FCC cash et ezaka lisusu te. Est-ce que toko mona tete bakonzi mibale oya kala na oya lelo président Félix Tshisekedi bavanda na ndeko na ye pona kosolola nde tomonaki ni États-Unis tango Ben Laden aza kotungisa tomona image moko etikala historique président Obama, Clinton na Bush kuvanda esika moko pona koluka solution ya mboka parce que intérêt ya mboka il faut ezali kola ba intérêt politique. Ya mibale ezali etali force régionale o esengeli ya solo tomonaki armée ya Kenya esi esili yaki pe tozoyoka esi ekei ya Soudan toyoki ata solo te kaka Burundi nde ezali na kanisa soki naza na libunga kosunga ngai. Est-ce que ezotalisa ete ke sengeli na biso to compter plus sur les FRDC parce que la MONUSCO et la force régionale jamais bakolinga mboka jamais bakokufela mboka lolenge FRDC kokufela mboka na biso. Bon, il y a liboso eloko faut koyeba c'est que ba force régionale wana l'air eko makawa bazalaka toujours na ba soda o ya biso. Parce que baebi mabele na biso koleka biso te. Ceux qui paient mokonza mboka zui risque wana poza risque. Ya kobegisa ba force régionale, c'est parce que mokonza mboka za na souci. Au moni biso Congo toza motema ya Afrique. Lelo le Congo appartient à combien d'organisations sous-régionales? Toza na CEAC, Afrique centrale, toza na EAC, Afrique de l'Est, toza na SADC, Afrique australe. Ça veut dire que toza na rôle moko central. Et que ba pays wana nyonso, soki lelo Congo ezui kimia, je crois que développement est kobanda makasi. Yango mokonza mboka zwaki ndingisa wana lobi, ndenge tokoti na communauté de l'Afrique de l'Est, moyen pezali, comme ba problème ya sécurité au toza nango,
ezape mingi na ba pays voisins. Boya totalana dans un rapport de franchise. Ndenge tokosala ke makambo wana sila. Mais malheureusement, ba voisins au bino boyebi, baza na attitude o wanate. Parce que bazo yaka na décision à lokuta. Pour makambo yotali ba FDLR. Émission moko salaka na au commandement militaire. Ba FDLR baza ba force génocidaire ou basaka génocide na Rwanda. L'air to fungolaka ba frontière na biso. Po na koyamba ba victime ba génocide ba kotara na kati depuis 1996. Lelo 28 ans 26 ans après ba Rwandais régime rwandais bazwaka kaka prétexte wana na Congo ba FDLR bazali. Mais ba FDLR ba bomaka liboso ba congolais. Siko est-ce que bino bosi boyoka parce que tozo yoka pe omoni ba mindele belé pichu abetaki lisolo awa. Bozolinga ko tcha na balance ba FDLR na ba M23. Les M23 est une force terroriste où ils ont occupé la localité nabiso, où ils ont boma mibali basi pe bana ils ont monana. Ba FDLR bosi boka FDLR et koti na Rwanda. Ce qui bazalaka. Po ba force o yabiso. Tosi to préparer pe document moko toko démontrer que waneza ba raison ya lokuta. Waneza ba prétexte oyo bazana ba agenda caché nde tolobaka na lopoto o balingi Congo ezala na kimia te po bango ba continuer ko prospérer na mukongo wa Congo. Kasi lelo biso nyonso na sima président Tshisekedi toza rotelema evra wana ekosimba te. Na motuna na yo olobi makambu ya M23 ndenge salamaka na 2013. Omoni mama Sylvie, il faut